Des Nicolas qui secouent les politiques et les journalistes, des conservateurs qui s'approprient le libéralisme, et une banque des banques centrales qui préfère que vous soyez pauvre plutôt que monétairement souverain. Salut à tous, vous êtes sur le Média Libre, le média qui parle de liberté. Nicolas Quipé secoue les médias. Nicolas Quipé, le compte Twitter issu du contrat social, lui-même apparu sur Twitter, fait de plus en plus parler de lui. On a des journalistes et même des politiques qui font référence au même. Récemment, dans une émission des Grandes Gueules, Mélenchon a été chahuté par un public de Nicolas en colère. Mais moi, je pense que celui qui va faire la révolution, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nicolas. Nicolas, il a 30 ans. Et c'est lui qui paye pour tous les autres. Nicolas, c'est les 10% de Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Nicolas, c'est les 30% de Français qui financent l'intégralité du système social. Qu'est-ce qu'on répond à Nicolas qui paye tout? Non, bon, alors je sais pas si ce personnage existe, mais vous abusez. Parce que alors il y aurait d'un côté une ou deux personnes. Il y a des Nicolas dans la salle. Mais je le connais. Non, mais attendez, je le connais pas, le Nicolas. C'est pour ça. Nicolas. C'est ça. Ah, d'accord. C'est pas. Nicolas. Et maintenant, on voit de plus en plus d'articles parler du phénomène. Avec toujours la même rengaine, Nicolas Quipé serait un truc d'extrême droite. On a eu droit à des inventions de la part de nos chers médias. Selon la dépêche, on apprend que le compte Bully était anciennement celui de Sidonours, un militant macroniste, que Nicolas Quipé a 400 000 abonnés, c'est pas mal, hein. Un des arguments trouvés pour dire que Nicolas Quipé est un compte d'extrême droite est qu'il semble réclamer la suppression de l'AME, du chèque psy ou encore du remboursement des transitions de genre. Et comme c'est des positions partagées par Reconquête, c'est une preuve que c'est un compte d'extrême droite. Sinon, CNews nous informe de son côté que Nicolas Quipé, en fait, ça viendrait d'un bistrot du 19e siècle. Ou alors, peut-être qu'ils confondent avec la création de l'enseigne Nicolas, qui vend des alcools. Ou alors, tout simplement, ils ont demandé à ChatGPT sans rien vérifier. En tout cas, Nicolas Quipé, c'est un mouvement de révolte fiscale qui commence à faire parler de lui, même en dehors de la sphère Twitter. Et si ça peut faire passer le message comme quoi de plus en plus de Français en ont marre de payer pour tout et n'importe quoi, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que ça va se transformer en véritable mouvement libéral? Peut-être pas. Mais en tant que libéral, on peut quand même se féliciter d'un changement de mentalité. Je rappelle qu'il y a quelques mois, il y a des gens qui défendaient, même à droite, la retraite par répartition, ou les aides, les subventions et le service public de manière générale. À nous autres libéraux de s'emparer de ce mouvement et d'en faire quelque chose. Le 24 juin dernier à Paris avait lieu le sommet des libertés. On va d'abord un peu donner notre avis sur l'événement et ensuite parler un peu des débats qu'il a pu susciter. D'ailleurs, pour l'occasion, on a fait notre premier live sur Twitch. C'était plus un test qu'autre chose, mais n'hésitez pas à nous suivre là-bas, on essaiera peut-être d'en refaire. L'événement était divisé en deux parties. Une première sous forme de débat avec des intervenants du monde journaliste, littéraire ou entrepreneurial, et une deuxième partie avec des invités politiques qui, chacun à leur tour, venaient défendre leur vision de la liberté dans un temps imparti. Un peu comme ce qu'on peut voir avec les candidats aux élections présidentielles par exemple. Dans les points positifs, on peut noter l'intervention d'Alexandre Jardin. On en avait déjà parlé dans la précédente vidéo Actu Libre. Alexandre Jardin est à l'origine des Gueux, un mouvement citoyen opposé aux taxes et aux normes écologistes. On peut aussi citer l'intervention de Pierre Noisa, qui était venu parler de Bitcoin et de système monétaire, qui, encore une fois, a cité pour une vraie concurrence des monnaies de Hayek. Et c'est toujours plaisant de l'entendre parler, car c'est un des rares entrepreneurs en France à défendre une véritable vision libérale sans langue de bois. On peut aussi citer Olivier Babot, qui était venu parler des retraites, ou encore du fondateur du parti méléiste, qui est venu faire sa première intervention publique, ce qui rend son projet politique un peu plus réel. Le point le plus négatif, c'était les politiques, en fait, qui étaient des conservateurs venus parler plus d'immigration que de liberté. Nicolas Dupont-Aignan est carrément venu parler de justice sociale, même si Sarah Gnafo est peut-être un peu plus ressortie du lot, elle a fait référence à Nicolas Quipé et à Bully, et a parlé de son petit combat contre l'aide au développement français, l'AFD. Mais globalement, c'était plutôt un rendez-vous conservateur avec une touche de ras-le-bol fiscal, plus qu'un vrai rendez-vous libéral, surtout concernant les politiciens. On sent que le public était pro-reconquête. Et forcément, ça a entraîné une vague d'indignation chez certains libéraux, plus centristes ou de gauche.
Bon, après quand tu viens te plaindre dans l'Humanité, journal communiste qui a fait l'apologie de Staline, approuvé le pacte germano-soviétique, ou encore soutenu les Khmers rouges, évite de faire des procès en pureté idéologique. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou. Il y a un entrisme de la part de Sterrin pour installer une tendance libérale conservatrice. Et pour l'heure, on a des politiciens de carrière qui sont plutôt des conservateurs qui surfent sur le ras-le-bol fiscal, notamment poussés par des mouvements populaires comme les Gueux, Nicolas Quipé et surtout le phénomène Milei en Argentine. Et donc il y a une division avec les libéraux modérés qui accusent la droite de vouloir voler le libéralisme. Alors tout ça c'est bien beau, mais il faut aussi rappeler que le libéralisme est absent du débat politique depuis 50 ans, sauf en tant qu'antagoniste. Tous les partis, même de droite, ont rejeté le libéralisme, même voire on en fait un ennemi. Et ça autant au RN, chez LR, l'UMP ou ceux qu'il y avait avant, même au centre, Macron une fois sur deux est libéral et l'autre fois il va critiquer l'ultralibéralisme de l'Europe, je cite. Zemmour aussi, pendant des années, a critiqué le libéralisme. Bref, on peut critiquer tous les politiques des gros partis actuels sur leur réappropriation du libéralisme maintenant qu'il est plus populaire grâce à Milei. Mais le problème, c'est que les libéraux français n'ont pas réussi à s'affirmer politiquement. Il n'y a jamais vraiment eu de prise de position assumée. Et qu'ils soient de gauche ou de droite, ils étaient toujours éparpillés dans des gros partis illibéraux. Alors oui, je dis pas, il y a eu des tentatives comme Démocratie libérale d'Alain Madelin. Mais justement, c'est un bon exemple parce que ce parti s'est fait totalement dissoudre dans l'UMP. En fait, sans force indépendante, ça ne sera pas possible. Et c'est pour ça qu'aux médias libres, on pousse des initiatives qui vont en ce sens. Le Parti libertarien français, le Parti libéral français, Nouvelle Énergie, pourquoi pas s'il se détache de LR, ou même le Parti milléiste ou le Parti géorgiste, si vraiment ils arrivent à émerger en dehors de Twitter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait une interview de Vadim, le président du Parti libertarien français, et il y en a d'autres qui arrivent, donc abonnez-vous. Éric Ciotti, le patron des Républicains, veut révolutionner l'épargne des Français. Le groupe UDR vient de déposer une proposition de loi qui pourrait bousculer l'épargne des Français et surtout tuer le monopole fiscal de l'assurance vie. Comment ? Eh bien en boostant le PEA comme jamais. Parmi les mesures proposées, on retrouve la suppression du plafond du PEA, une transmission facilitée, un même abattement sur le PEA que sur l'assurance vie, une exonération de droits de succession sous condition, une fin de la séparation du PEA classique, du PEA PME et du PEA jeune, et même une possibilité d'avoir plusieurs PEA. C'est aussi un séisme pour les assureurs qui sont souvent accusés de pomper des frais monstrueux sur les contrats d'assurance vie. Si cette loi passe, ça redistribue complètement les cartes de l'épargne en France, et c'est plutôt une bonne chose. Ledger abandonne le Nano S. Ledger vient d'annoncer la fin du support du Ledger Nano S. En clair, plus de mise à jour, plus d'amélioration de sécurité et plus de compatibilité avec certaines apps. Faut-il paniquer ? Non, mais il faut agir si vous l'utilisez encore. Vous pouvez déplacer vos cryptos sur d'autres wallets plus récents de la marque, mais sinon il y a aussi des alternatives. Vous avez le Trésor Model T qui est entièrement open source, que ce soit le firmware ou l'hardware. Par contre, vous n'avez pas de Secure Element, qui est une puce électronique ultra sécurisée conçue pour stocker des données sensibles. Sinon, vous avez le Trésor Safe 5 qui est plus cher, mais qui du coup embarque un Secure Element, tout en restant 100% open source. Vous avez aussi le Cold Card MK4 qui est lui conçu uniquement pour Bitcoin, qui possède un Secure Element et qui en plus est totalement isolé de tout réseau. Son firmware est open source, par contre c'est un petit peu plus technique à utiliser. Sinon vous avez aussi Tangem qui propose des cartes avec des puces NFC, mais donc qui ne propose pas d'écran indépendant. Vous signez directement via l'appli mobile, sauf que si votre téléphone est compromis, vous pourriez signer une transaction piégée sans le savoir. C'est un cas super rare, mais il faut quand même en avoir conscience. La BRI déclare la guerre aux stablecoins. La Banque des règlements internationaux, qu'on appelle parfois la Banque des banques centrales, vient de publier son rapport annuel. Et le message est tranchant. Les stablecoins ne sont pas de vraies monnaies. Le rapport évoque 3 raisons principales. Les stablecoins échouent au test d'unicité. Contrairement à une monnaie centrale, un stablecoin n'est pas universellement accepté. Il dépend de son émetteur, comme Tether ou Circle, de sa réputation et des règles internes qui varient. Deuxième argument, c'est qu'ils échouent au test d'élasticité. Pour émettre un stablecoin, il faut prépayer 100% de sa valeur avec des actifs. Contrairement aux monnaies fiat traditionnelles capables d'élargir ou réduire l'offre monétaire selon les besoins. Ce qui est en fait justement le souci, mais passons. Troisième raison, ils échouent au test d'intégrité. Beaucoup de réserves ne seraient pas auditionnées sérieusement. Tous les émetteurs ne respectent pas les normes KYC. Et selon le rapport, certains pourraient être utilisés pour des activités illégales. Bon, il faudrait leur rappeler qu'il y a plus de transactions illicites en monnaie fiat qu'en crypto. Par exemple, le dollar et l'euro ont enregistré plus de 4% des transactions illicites, alors que le taux de transactions illicites en crypto-monnaie reste inférieur à 0,25% en 2022. Selon la BRI, les stablecoins seraient une menace pour la souveraineté monétaire, surtout dans les pays émergents. Car oui, en effet, des pays comme l'Argentine, le Venezuela ou le Nigeria ont adopté Bitcoin et les stablecoins pour ne pas subir l'hyperinflation. Hyperinflation causée par l'impression massive de monnaie de leur gouvernement.
Mais visiblement, pour la BRI, il vaut mieux que votre monnaie vous appauvrisse plutôt que d'enlever aux États leur monopole monétaire. Une équipe de Stanford vient de dévoiler une technologie médicale de rupture, le millispinner. Il s'agit d'un micro-dispositif inséré par cathéter et qui retire les caillots sanguins 2 fois plus efficacement que les techniques actuelles. C'est une avancée majeure dans le traitement des AVC, des crises cardiaques ou des embolies pulmonaires. En fait, le millispinner ne détruit pas le caillot, il le reconfigure. À la base, c'était une erreur de prototype, mais ça pourrait sauver des millions de vies. Des essais cliniques sont en cours et une start-up dédiée est déjà lancée. Pour plus d'informations, on vous laisse l'article des électrons libres sur le sujet. L'autre avancée vient de la biotech. AlphaGenome de Google DeepMind est une nouvelle IA ultra puissante conçue pour analyser et prédire l'effet des mutations génétiques. Il permet d'analyser 1 million de lettres d'ADN à la fois. Il permet de prédire l'impact des mutations et utilise des transformers et des TPU pour traiter l'information à des très grandes échelles. Résultat, il surpasse tous les modèles précédents sur 22 des 24 tests standards. AlphaGenome va permettre de mieux comprendre les maladies rares ou génétiques, de guider le design de séquences d'ADN synthétiques et d'identifier plus vite les mutations critiques en cancer ou neurologie. Le modèle est déjà disponible en API pour la recherche scientifique. Il ne s'agit pas encore d'un outil clinique, mais la promesse est immense. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé du Sommet des Libertés? Est-ce que vous êtes des Nicolas ou vous rejetez le mouvement? Et surtout, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo, c'est super important. Bref, c'était le Média Libre. Moi, je vous dis à la prochaine pour parler encore de liberté. ¡Viva la libertad, carajo!